Ben, je crois qu'on est parti, mon cher Laurent. Bonjour. Salut Laurent. Bonjour, bonjour Olivier, effectivement nous sommes partis et là j'étais occupé à lancer le streaming live, donc effectivement nous sommes en direct avec les participants sur Zoom et puis en live sur les différentes plateformes sociales comme à chaque fois. Donc je vais partager l'écran et confirmez-moi toi, Olivier que le partage fonctionne. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont en direct avec nous, ben, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot comme quoi le son et la vidéo fonctionnent bien. On est ravis d'être avec vous ce soir. Voilà, écoute, je vois des mains qui se lèvent, donc on est bon, tout est OK. Voilà, super. Pedro aussi. Salut Pedro, comment ça va? Et, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, en direct sur les plateformes, ben là aussi, vous savez que vous pouvez interagir et je ferai le modérateur aujourd'hui. Et sachez que ben, pour ceux qui visionnent cette masterclass en replay, ben, vous pouvez joindre Laurent ou moi directement sur LinkedIn si vous avez des questions. Comme on aime à dire, nous assurons le SAV de nos masterclass. Donc surtout si vous avez des questions suite à ces sessions, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors sujet du jour, on rentre direct dans le vif du sujet. On va parler acquisition, technique d'acquisition digitale, mais pas que. B2B et B2C, c'est des vrais sujets. J'étais encore en rendez-vous ce matin chez un client où ben, ça reste la préoccupation numéro un des boîtes. Comment on fait pour générer plus de demandes, plus de rendez-vous pour nos activités? Ben, c'est ce qu'on va essayer de partager avec vous dans cette vidéo, dans cette masterclass avec Laurent de manière très concrète, avec plein d'exemples à vous partager également, encore une fois, dans le but de vous apporter le maximum. Alors, là aussi, petit bémol d'entrée de jeu, on parle d'acquisition et c'est le sujet du jour et effectivement, c'est des sujets qui sont critiques dans nos business. Mais si on prend un tout petit peu de recul, hein, on sait bien que, et Laurent va nous partager le modèle d'activation de croissance dans quelques instants, mais l'acquisition, bah, elle repose aussi sur du branding, elle repose aussi sur bien s'occuper de ses clients, bien évidemment. Donc on est vraiment dans une logique globale de branding, d'acquisition, de fidélisation et d'optimisation de la clientèle, bien évidemment. Voilà, l'acquisition étant une partie de votre stratégie. Alors, qui on est rapidement pour se permettre de prendre la parole et de vous partager des techniques. Donc, ben, Laurent, je laisserai Laurent se présenter. Moi, je suis Olivier, entrepreneur du web, et j'accompagne maintenant chez WSI les PME dans leur acquisition digitale depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, chez WSI, plaisir que j'ai de partager, Laurent, avec toi l'aventure qui continue. Et puis, tu vas nous parler de croissance pour tous, bien évidemment. Oui, et donc effectivement, donc on est confrères depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et on a lancé le programme Croissance pour tous pour aider les entrepreneurs à mettre en place leur stratégie de croissance de la façon la plus simple, la plus rapide, et puis surtout la plus efficace possible. Et donc dans Croissance pour tous, ce qu'on vous partage, c'est un modèle, donc un modèle, un canevas de croissance type qui fonctionne pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité et le type de business. Et ce modèle, ben, on vous le partage de différentes façons en fonction de ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez le découvrir au travers du livre et c'est une partie de ce livre-là dont on va discuter pendant cette masterclass. Vous pouvez le découvrir aussi au travers de la formation, hein, si vous souhaitez apprendre comment l'implémenter dans votre entreprise. Vous pouvez aussi vous faire accompagner si vous souhaitez être coaché. Et enfin, pour ceux qui n'ont ni le temps ou ni l'envie de mettre les mains dans le cambouis et qui souhaitent déléguer la mise en œuvre de ce modèle d'activation de croissance à l'agence d'Olivier ou de moi, eh bien, il y a le service agence, bien évidemment. Voilà, et tout ça, mais vous pouvez le trouver sur le site croissancepourtous.com. Donc le but ici, c'est pas de perdre du temps à faire un pitch commercial. Alors, comme Olivier l'a dit, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs. C'est véritablement la préoccupation, le challenge ou le problème numéro un de toutes les entreprises, c'est attirer à soi des clients potentiels et des prospects les plus qualifiés possibles. Alors, pour ceux qui nous connaissent, vous connaissez le modèle d'activation de croissance qu'on appelle le MAC. Ici, je le représente rapidement à l'écran. Aujourd'hui,
on ne va se concentrer que sur le premier pilier de croissance. D'accord? Je ne vais pas réexpliquer. Il y a le replay de la vidéo d'il y a 4 semaines qui expliquait ce modèle d'activation de croissance en détail. D'accord? Et dans cette masterclass, on explique vraiment de façon très pédagogique pourquoi vous devriez activer simultanément les 4 piliers de croissance pour booster, pour accélérer la croissance. Si vous n'activez que le premier levier qui est l'activation, la génération de contacts, hein, l'attraction, ça va forcément générer de la croissance, mais vous n'allez pas bénéficier de l'effet multiplicateur que ce modèle peut vous apporter. Ok? J'en dis pas plus. Ceux qui ont participé à la masterclass ou qui nous suivent depuis un petit temps, bah, ils connaissent un petit peu la chanson. Si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller voir le replay qui a été donné il y a 4 semaines de présentation du Mac pour que vous puissiez je veux dire, vous approprier ce modèle aussi. Aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur le premier pilier en rouge, l'attraction. Quelles sont les techniques qui sont à ma disposition pour attirer des clients? Alors, dans ce pilier, il y a 2 étapes. La première étape, c'est attirer des prospects. La deuxième étape, c'est capturer ces prospects. Aujourd'hui, on ne va se concentrer que sur l'attraction des prospects, les techniques d'attraction. Une fois qu'on a attiré à soi, ben, il faut je veux dire, encore mettre en place certaines bonnes pratiques, certaines techniques pour capturer un maximum de coordonnées de ses prospects. Les techniques, elles varient bien évidemment en fonction que ce soit sur le web ou que ce soit de façon non digitale, etc. Tout ça, à nouveau, est expliqué de long en large ou dans la formation ou dans le livre. Alors, quelles sont ces techniques? Dans le titre de la masterclass, je reviens un petit peu sur le titre. Le titre, c'était les 10 sources d'acquisition clients qui fonctionnent le mieux en 2025. Donc, je confesse que c'est un titre qui est un petit peu volontairement accrocheur pour attirer un maximum de monde. La réponse, et je vais tuer le suspense directement, c'est que je vais vous présenter 27 techniques. Donc, vous allez en découvrir beaucoup plus que 10. Et je suis incapable de vous dire aujourd'hui quelles sont les 10 sources d'acquisition qui fonctionnent le mieux pour vous. D'accord? C'est-à-dire que le marketing digital, enfin, ou le marketing en général et le digital en particulier, ça reste encore du test and learn. Vous devez essayer les techniques qui vous semblent les plus pertinentes. Vous commencez par une technique, et puis une deuxième, puis une troisième, et vous mesurez les résultats. Et c'est les résultats qui vont vous donner la réponse à cette question. Quelles sont les techniques les plus pertinentes? Quelles sont celles qui fonctionnent le mieux pour moi? Et la réponse que une entreprise va obtenir ne sera pas, ou les réponses qu'une entreprise va obtenir ne seront pas les mêmes qu'une autre entreprise, etc. D'accord? Donc Mais ici, après, si je peux me permettre, mon cher vas-y. Laurent, on a ce que tu dis pas ou ce que tu allais peut-être dire, parce que je lis dans tes pensées, c'est que on a quand même un peu de bouteille tous les deux depuis maintenant 10 ans pour avoir accompagné des centaines d'entreprises dans leur stratégie d'acquisition. Et donc, si c'est OK pour toi et ceux qui sont dans le Zoom avec nous, en fonction de votre activité, si vous voulez pardon, si vous avez des questions quant aux techniques qui marchent dans vos secteurs d'activité, n'hésitez pas à nous poser vos questions et on se fera un plaisir de partager des retours d'expérience qu'on a pu observer chez des entreprises qui opèrent dans vos secteurs d'activité, si c'est le cas. Voilà. Donc, Mm. effectivement, le test and learn, tout, tout n'est pas forcément bon à utiliser. Il y a des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres en fonction des métiers. Et voilà, si vous êtes, pour ceux qui sont avec nous en ce moment, partagez vos secteurs d'activité ou vos retours d'expérience. On se fera un plaisir d'essayer de répondre à vos questions. Oui, tout à fait. Merci, merci Olivier de le préciser. Et c'est vrai qu'on va pendant cette masterclass se concentrer sur les techniques qui sont les plus communément utilisées et qui apportent le plus communément de résultats à l'ensemble des entreprises, peu importe le secteur d'activité. D'accord? Donc, quelles sont ben, ces techniques? Ces techniques, à nouveau, hein, je vous dis, vous pouvez les retrouver présentées de long en large dans le livre. Les techniques, on a fait la différence entre les techniques digitales et les techniques non digitales, parce que même si chez WSI, Olivier et moi, on est des convaincus de la première heure du digital, du marketing digital, aujourd'hui, le marketing et les techniques de marketing traditionnelles fonctionnent encore, et dans certains cas, elles ont une importance enfin, tout aussi grande que les techniques de marketing digital. Donc, à nouveau, on n'est pas là pour dire qu'il faut abandonner tout ce qui n'est pas digital, il ne faut faire que du digital. C'est souvent une combinaison des deux. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus vous allez utiliser de canaux d'acquisition, forcément, plus ça va générer de quantité de trafic.
Donc c'est un petit peu comme quand vous allez à la pêche. Si vous allez à la pêche avec une canne à pêche, que vous lancez une canne à pêche, ben vous avez un potentiel de pêche déterminé. Si vous ajoutez une deuxième, une troisième, une quatrième ou 10 cannes à pêche, forcément vous n'allez pas, vous ne quitterez pas votre session, votre séance de pêche avec la même quantité de poissons. L'acquisition de trafic, c'est exactement la même chose. Ok? Alors, quelles sont ces techniques? Eh bien, ici, vous voyez à l'écran les 17 techniques qui ont été identifiées qui relèvent du marketing digital. Ok. On peut dire qu'elles sont classées un petit peu par ordre d'importance ou en tout cas de celles qui ont l'usage, le plus large usage, peu importe le secteur d'activité ou le type d'entreprise. Première technique, c'est le référencement naturel. Donc SEO, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization. C'est une technique clé du marketing digital qui consiste en fait à optimiser le contenu de son site web pour ressortir dans les premiers résultats de recherche Google. Ok. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, qu'on soit pour, qu'on soit contre, peu importe, mais Google est une source d'acquisition extrêmement importante, stratégique pour votre business. Ok. Pourquoi Google? Ben parce que les gens, ils vous connaissent pas. D'accord? Vous n'avez pas un taux de notoriété, je veux dire, important, et c'est le cas de la majorité des entreprises, y compris la nôtre, y compris Croissance pour tous, hein, on est exactement dans le même cas que vous. Et donc, on manque de notoriété. Les gens ne connaissent pas encore. Donc, il faut plutôt taper des noms qui correspondent à des produits, à des services qu'ils recherchent. D'accord? Et que vous proposez. Et si au moment où les gens font les recherches dans Google par rapport aux produits, aux services que vous proposez, si à ce moment-là, vous n'apparaissez pas dans, on va dire, les premiers résultats de la page de résultats, eh bien, il n'y a aucune chance que ces gens-là arrivent chez vous. Ils vont aller chez vos concurrents qui, eux, apparaissent sur cette page-là. Et pourquoi est-ce que c'est dommageable? Mais parce que les gens qui tapent des mots-clés, hein, si je prends l'exemple formation, marketing ou stratégie de croissance pour entrepreneurs, hein, si je prends le cas de croissance pour tous, ben, l'entrepreneur qui tape ça, il tape pas ça parce qu'il s'ennuie chez lui un samedi soir et qu'il sait pas quoi faire. Il tape ça parce qu'il y a un réel besoin. D'accord? Et donc, ça veut dire que c'est du trafic chaud. Ça veut dire, chaud, ça veut dire que la personne est relativement proche d'une décision d'achat, d'un acte d'achat. Donc, ça veut dire que le délai et la probabilité de convertir ce trafic et le temps nécessaire, le délai pour le convertir en vente, en client, est relativement court. D'accord? Donc, c'est du trafic extrêmement important, extrêmement qualitatif. D'accord? Voilà pourquoi c'est important d'être présent, visible sur les moteurs de recherche. Trois façons d'être visible dans Google. Hein, et référencement naturel, référencement payant et référencement local. Ce sont les trois premières techniques que je vous partage à l'écran. SEO, référencement naturel, SEA, référencement payant, et local, c'est le référencement local. Ok. Donc, si je prends le référencement naturel, je veux dire que ces techniques, certaines, vous pouvez les mettre en place par vous-même, d'accord? Mais certaines demandent un peu de technicité. Et donc, s'il y en a deux sur lesquelles je vous invite vraiment à ne pas hésiter à faire appel à un freelance, à une agence ou à un prestataire en tout cas qualifié, c'est le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement local, donc qui consiste en fait à revendiquer sa fiche Google Business Profile et à l'optimiser et à la mettre à jour régulièrement. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui ne demande aucune formation spécifique et aucune technicité, expertise particulière. Contrairement au référencement naturel et au référencement payant. D'accord? J'ai une première question, Laurent, Oui. sur les réseaux. Pendant que tu parlais, et alors, je pourrais apporter un complément d'information à la question, mais on te demande aussi aujourd'hui, avec l'émergence des outils d'IA générative, ben, ça devenait intéressant de se positionner sur ces outils-là. Sous-entendu, est-ce que ces outils d'IA générative sont en train finalement de vider quelque part le moteur de recherche Google de sa substance et de détourner des utilisateurs de Google vers les outils d'IA générative? Alors, oui,
Partiellement. Maintenant, j'ai pas une boule de cristal. Je peux pas vous dire est-ce que ChatGPT va tuer Google Search dans 3 ans, dans 5 ans. Certains disent que oui, certains disent que non. Je me doute que Google va de toute façon réagir. Pour moi, ils sont complémentaires, ces deux outils-là. On les utilise pas pour faire la même chose. Par contre, une chose extrêmement intéressante avec l'IA générative dont tu parles, hein, et je pouvais prendre l'exemple de ChatGPT ou des outils similaires, c'est que ça peut vous aider, ça doit vous aider en fait à mettre en place les techniques notamment de référencement naturel, à améliorer vos publicités Google Ads. Si je prends ChatGPT, alors le but aujourd'hui c'est pas de consacrer la masterclass à comment utiliser ChatGPT pour booster son SEO, mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine masterclass. Mais ChatGPT, oui, va vous permettre en tout cas de créer. Ça va vous permettre d'identifier les mots-clés pertinents par rapport à votre secteur d'activité, les questions que se posent vos clients potentiels. Par rapport à ces questions-là, quels sont les sujets d'articles de blog ou de contenu web que je pourrais produire et comment est-ce que je peux produire très rapidement des articles de blog intéressants pour l'utilisateur et optimisés au niveau SEO. Tout ça, aujourd'hui, ChatGPT peut le faire pour vous. D'accord? Mais si vous n'avez pas la compréhension de ce qu'est le référencement naturel, les techniques des balises méta, etc., vous n'allez pas pouvoir prompter correctement ChatGPT pour optimiser en fait vos contenus. Donc c'est pour ça que ChatGPT et l'IA générative va pas solutionner tout. Vous n'allez pas devenir un spécialiste du référencement naturel demain parce que vous avez un compte ChatGPT et que vous l'utilisez et que vous savez prompter. Voilà. Ça, c'est en tout cas mon point de vue. En complément de ce qu'a dit Laurent, ce qu'on observe en tout cas sur les derniers chiffres qu'on a pu récupérer, c'est pas une désertion de Google envers ces nouveaux outils d'IA générative, mais au contraire, c'est une multiplication des supports. Parce qu'en fait, la demande Google, elle est là, et ben là, vous avez les outils d'IA générative qui sont en train de monter. Dit autrement, il y a encore autant de personnes qui utilisent les moteurs de recherche, mais vous avez de nouvelles personnes qui viennent utiliser les outils d'IA générative. Donc, on ne sait pas ce que ça va devenir. En tout cas, en l'état, on n'observe pas de baisse de volumétrie sur les moteurs de recherche. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est que pour ceux qui utilisent des outils d'IA génératifs comme moteur de recherche, bien, vous avez dû voir, si on prend l'exemple de ChatGPT, mais c'est vrai que Perplexity, etc., que vous avez un onglet recherche sur le web. Et moi, j'ai vécu ma première expérience il y a à peu près un mois où j'ai signé un nouveau client. Ça m'arrive de signer des nouveaux clients. Et moi, je demande toujours à mes clients, mais comment vous êtes entré en contact avec moi? Et le client m'a dit, je vous ai trouvé sur ChatGPT. J'ai dit, ah bon, ça m'intéresse, vous êtes le premier. Et donc, j'ai dit, ben, montrez-moi. Et en fait, le client, il cherchait une agence à Aix de génération de leads. Donc, il a tapé agence génération de leads. Je cherche une agence de génération de leads à Aix-en-Provence. Et il y a deux résultats qui sont montés, dont l'agence WSI, qui sont remontés dans le ChatGPT. Et en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que pour remonter dans ces outils d'IA générative, dès lors que la fonction recherche est à activer, ben, il faut être référencé sur Internet. C'est comment il fait ChatGPT? Il va scanner sur le web, donc il va sur Google et les autres moteurs de recherche. Voilà, donc si vous n'êtes pas référencé sur Google, il n'y a aucune chance que vous remontiez dans les moteurs de recherche, enfin en tout cas dans les outils comme ChatGPT. Donc il m'a fait les copies écran, il m'a montré, je trouvais ça intéressant. Ouais, ouais, non, et comme tu l'as dit, c'est complémentaire. Et le référencement naturel et le référencement payant, donc les techniques 1 et 2 là, qui apparaissent à l'écran, elles sont communes, qu'on soit dans un business B2B, qu'on soit dans un business B2C, qu'on soit dans un e-commerce en ligne. C'est vraiment les deux techniques de base à utiliser pour attirer du trafic qualifié vers son activité. La grande différence entre le SEO et le SEA, c'est que le SEO, ben, ça prend du temps. C'est une technique en fait qui demande du temps et une certaine technicité, expertise pour être mise en œuvre, d'accord? Même si c'est plus simple aujourd'hui avec ChatGPT et blablabla, blablabla, ça demande quand même de l'expertise, de la technicité. Le SEA, c'est la même chose, ok? L'avantage du SEA, c'est que du jour au lendemain, à partir du moment où vous créez vos campagnes dans Google Ads, du jour au lendemain, vous savez générer du trafic qualifié, vous apparaissez dans les résultats payants, donc dans les annonces sur Google. Et donc, voilà, pour moi, les deux sont complémentaires. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas mis en place ces deux canaux d'acquisition pour votre entreprise, sachez que c'est certainement deux axes d'amélioration prioritaires que vous devriez considérer pour améliorer votre stratégie d'acquisition.
Référencement naturel, référencement payant, SEO, SEA. Après, la troisième façon d'être présent dans Google, c'est le référencement local. Donc, c'est le fait d'apparaître dans les résultats géolocalisés lorsque quelqu'un tape un nom de pays, de région, de ville, de quartier, de rue, etc. Donc, dès qu'il y a une indication géographique dans la recherche, euh, Google fait apparaître aussi des résultats géolocalisés. Et ça, c'est utile, mais peut-être pas pour tout le monde, contrairement au référencement naturel et au référencement payant. Le référencement local, il va être surtout utile si on a un commerce de proximité, une offre de service de proximité. Si vous êtes un magasin, un restaurant, un hôtel, un institut de beauté, que sais-je, et où les gens doivent venir dans votre point de vente, qui a une adresse physique, qui est géolocalisée quelque part, le référencement local, qui est la troisième technique qu'on vous partage, est certainement aussi extrêmement important à mettre en place. Une fois que vous créez votre fiche dans Google Business Profile, d'abord c'est gratuit, d'accord? Mais après vous allez accéder à votre compte d'administrateur de votre établissement et vous allez avoir toutes les statistiques. Moi je suis quand je fais chaque mois ou chaque trimestre les bilans de performance avec mes clients, je suis toujours surpris de la quantité d'impressions et de la quantité d'interactions que génèrent les fiches Google Business Profile. Donc ça veut dire que c'est une source de visibilité donc, et la visibilité, c'est le point de départ pour avoir une notoriété de la considération et puis de la transformation en client. Donc, c'est une source de visibilité gratuite inestimable. C'est une source de génération de trafic vers votre site. Et c'est aussi une source de génération d'appels téléphoniques, d'envoi d'emails, puisqu'on sait traquer ça dans la fiche Google Business Profile. Donc, voilà, c'est vraiment une technique indispensable si vous avez une entreprise, on va dire, de proximité. Le quatrième façon d'être visible dans Google, ça va être une façon donc c'est ce qu'on appelle le Google Shopping, c'est la publicité, c'est l'équivalent de Google Ads, mais pour les produits de vente en ligne, en fait. D'accord? Et ça, c'est une technique qui ne sera intéressante que si vous faites de l'e-commerce. Si vous avez une entreprise de service dans le B2B, si vous avez un restaurant, une pizzeria, faire Google Shopping, ça va pas être pertinent pour vous. Par contre, si vous avez un e-commerce, activer l'acquisition via Google Shopping devient quelque chose d'indispensable. D'accord? Il y a un petit bémol quand même, c'est que pour que ce soit vraiment efficace, ça c'est un retour d'expérience client, pour que ce soit vraiment efficace, ils font deux choses. Donc ça veut dire que vos produits vont apparaître dans les résultats de recherche. Donc ça veut dire que Google va chercher la photo de votre produit sur votre e-shop, d'accord? Et il fait apparaître sur sa page de résultats la photo du produit, la description du produit, le prix du produit et puis le lien vers votre site pour la personne qui veut cliquer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que votre produit qui apparaît. Il y a aussi les produits de vos concurrents. Et il y a entre 5 et 10 produits souvent, concurrents qui apparaissent en même temps que vous. Et donc, qu'est-ce qui fait que les gens vont cliquer sur une annonce plutôt qu'une autre? D'abord, la qualité de la photo. Si votre photo est pourrie, forcément, ça va pas donner envie de cliquer dessus. Mais après, l'élément déterminant, c'est le prix. Donc, ça veut dire que pour que cette technique-là fonctionne bien, vous devez être compétitif au niveau du prix. Imaginez que vous tapez iPhone 16 dans Google, vous allez voir 10 résultats apparaître, et il y en a qui viennent de Darty, d'autres qui viennent de Amazon, d'autres qui viennent d'autres sites e-commerce. C'est le même produit. Qu'est-ce qui va faire la différence pour la personne qui a tapé la requête? Ben, c'est le prix. Elle sait qu'elle va avoir le même produit, elle veut juste l'avoir au prix le moins cher. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir une politique de prix attractive, le Google Shopping va pas être pertinent pour vous. Mais si vous êtes capable, là, si vous êtes compétitif, concurrentiel au niveau de la tarification, c'est une source non seulement d'acquisition de trafic, mais de génération de chiffre d'affaires extrêmement efficace pour de l'e-commerce. OK? Donc, J'ai une question, Laurent, oui. sur le SEA. On te demande si même en B2B, c'est efficace le SEA. Le SEA, il est efficace pour n'importe quel type d'activité, en B2B, en B2C. Comme je l'ai dit, en fait, je parle pas trop de B2B, B2C. Je parle surtout de les trois types de business et quel est mon objectif de conversion au travers de ma stratégie marketing. Je veux vendre en ligne, je suis dans une stratégie e-commerce. Je veux attirer des prospects, d'accord? Générer des leads, je suis dans une stratégie de lead generation. Je veux faire venir dans mon point de vente, je suis dans une stratégie de web to store. Donc, ce sont les trois grands types de stratégies. Lead generation, web to store, e-commerce. Eh bien, le SEA et le SEO, je le répète, sont deux techniques qui sont
utile, efficace, voire indispensable à chacune de ces trois typologies d'entreprises. D'accord? Donc, lead generation, e-commerce et web to store. Voilà, ça c'est. Après, il faut mesurer. J'ai des clients et j'ai eu des résultats moi-même avec des campagnes, hein. Je veux dire, j'ai pas la science infuse et je suis aussi avec mes clients toujours en test and learn. Oui, j'ai parfois des moins bons résultats avec le SEA en B2B, mais c'est pas parce que la technique n'est pas bonne. C'est parce qu'il faut revoir le choix des mots-clés, il faut revoir les budgets, il faut revoir les critères de ciblage. Enfin voilà, il y a plein de choses à revoir. Mais oui, la technique du SEA, donc le référencement payant, fonctionne très très bien en B2B. Oui, et puis ce qu'on s'aperçoit aussi souvent, c'est que bah, le SEA, ça va vous amener du contact, du trafic, mais ce qu'il faut bien aussi regarder, c'est tout ce qui va se passer après. Voilà, est-ce que vous avez un site qui est construit pour convertir? Est-ce que vous avez une expérience client, enfin, une expérience prospect digne de ce nom? Est-ce que vous avez un tunnel de vente qui est efficace associé à la génération de trafic? Donc il y a tous ces aspects aussi qui sont importants et c'est souvent assez facile de dire, bah non, mais moi j'ai essayé la pub, ça marche pas. Ça, je l'ai déjà entendu plein de fois. Mais quand on creuse un peu et quand on voit derrière comment ça se passe, bah oui, ça ne peut pas marcher. Vous décrochez une fois sur deux. Bah là, j'ai plus personne pour répondre au téléphone, etc., etc. Le site sur mobile, il charge pas. Enfin, il y a une multitude de facteurs qui peuvent aussi pénaliser vos actions en génération de trafic. Et, et là, c'est extrêmement important, hein, ce que tu signales là, c'est que pour évaluer la pertinence du référencement naturel, hein, d'une campagne de référencement naturel, c'est pas le nombre de conversions, c'est c'est le nombre d'impressions. D'accord? Le coût en clic et le nombre de clics, en fait. Le nombre d'impressions, les clics, le coût en clic. Après, si ça convertit pas, c'est pas la campagne. La campagne, elle a fait le job. À partir du moment où votre annonce a été visible, qu'il y a eu des clics dessus, hein, que le taux de clic est bon, la campagne, elle fonctionne. S'il n'y a pas conversion après, ça peut être euh, plein de facteurs différents. Et ça peut être, comme Olivier l'a dit, oui, l'ergonomie du site, le contenu du site. Franchement, si ce que vous vendez, si les tarifs sont pas bons, si vous donnez pas de garantie avec aversion du risque, si vous expliquez pas clairement pourquoi la personne doit vous choisir vous plutôt que votre concurrent, enfin, il y a plein d'autres facteurs en fait qui interviennent là-dessus, quoi. Ok? Claudine qui te demande, que je salue d'ailleurs, bonjour Claudine. Oui, Euh, bonjour pour Claudine. la page Google, Google My Business, est-ce qu'il faut la faire vivre? Est-ce qu'il faut changer les photos régulièrement? Oui, On alors va pas parler des avis clients sur la page Google My Business, hyper important. ouais, hyper important. Alors, effectivement, la page Google, alors ça maintenant ça s'appelle Business Google, enfin Google Business Profile, hein, ça a changé de nom, mais on parle bien de la même chose. Euh, Effectivement, vous devez créer, donc souvent elle est créée, hein, même si vous l'avez pas créée, Google l'a créée pour vous. Le plus souvent, donc vous devez revendiquer la paternité de l'établissement, à la propriété de l'établissement. Et après, vous devez optimiser le contenu. Optimiser le contenu, ça veut dire avoir une description, avoir des photos, avoir l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Et il faut que le numéro de téléphone et les informations de contact que vous allez donner soient identiques, exactement identiques à ce que vous renseignez sur les réseaux sociaux. Très important parce que beaucoup d'entreprises ne mettent pas le même numéro de téléphone, c'est pas la même adresse email de contact. Et donc ça, c'est une des sources de manque de visibilité de votre fiche par Google. Donc extrêmement important. Et puis pour répondre à la question de Claudine, oui, il faut donc mettre à jour les contenus, mais après, il faut pouvoir alimenter le plus régulièrement possible avec des contenus frais. Enfin, moi, personnellement, je pense qu'Olivier, tu confirmeras, mais avec mes clients, je les invite à considérer la fiche Google Business Profile comme un média social au même titre que Facebook. Donc, à partir du moment où la personne estime que c'est pertinent de communiquer sur Facebook et Instagram, et qu'elle produit des contenus pour Facebook et Instagram, eh bien moi je l'invite à relayer ces contenus également sur la fiche Google Business Profile. D'accord? Parce que ça va booster la visibilité, les interactions. Et les interactions, c'est notamment un critère de visibilité. Parce qu'effectivement, je prends l'exemple Pizzeria Paris. Je ne sais pas combien de pizzerias il y a à Paris, je ne me suis pas amusé à les référencer, à les compter, mais il y en a probablement des centaines sur Paris. Google, il ne fait apparaître que par défaut les trois premiers résultats géolocalisés. Si vous cliquez sur voir plus, ben là, vous pouvez voir plus. Forcément, il faut se battre. Tout le monde va apparaître dans les trois premières positions géolocalisées. Et sur base de quoi est-ce que Google décide qui apparaît dans les premières positions? Eh bien, c'est notamment la qualité de la fiche. Donc, est-ce qu'elle est correctement complétée? Oui. Est-ce que les informations sont identiques sur vos autres emplacements web, votre site web, vos réseaux sociaux, etc. Oui.
Est-ce qu'il y a des avis clients? Oui. Récents, mis à jour? Oui. Est-ce que vous répondez aux avis clients? Oui. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a régulièrement des promotions, des actualités qui sont partagées, etc. Et c'est tout ça qui fait que vous allez ben, passer devant vos concurrents et que vous serez le premier établissement qui apparaîtra en référencement local plutôt que le 87e. OK? Euh, Pas d'autres questions? Je continue, Olivier? Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. En même temps, j'ai la console là, je regarde. Ok. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, on est toujours dans les techniques marketing digital. On a déjà passé en revue quatre techniques, deux qui s'appliquent pour toutes les entreprises, référencement naturel, référencement payant, technique 1 et 2. On a vu la technique 3, le référencement local, donc Google Business Profile ou anciennement Google My Business pour les entreprises qui ont bah, un point de vente physique pardon, géolocalisé. Et on a vu pour l'e-commerce, spécifiquement pour l'e-commerce, l'importance de Google Shopping. Ok. Alors, autre technique sur laquelle on aimerait attirer votre attention, c'est la publicité, le social ads, la technique 10. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi une technique qui fonctionne pour tout type de stratégie e-business, que ce soit du lead generation, que ce soit de l'e-commerce, que ce soit du web to store. Aujourd'hui, faire de la publicité sur les réseaux sociaux est quelque chose qui, bien souvent, est indispensable pour une stratégie marketing efficace. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est là que se trouvent vos clients. Aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux que à regarder la télévision et écouter la radio. Voilà. Donc là où on devait investir en radio, en télévision, pour ceux qui pouvaient se le permettre, il y a 15-20 ans, aujourd'hui, on le fait sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que faire de la publicité sur les réseaux sociaux, pardon, c'est accessible financièrement à n'importe qui. Contrairement à de la publicité radio, ou je ne parle même pas de la publicité télé ou cinéma, etc. Ok. Donc le social ads, pour moi, devrait être la cinquième technique sur laquelle vous devriez enfin, que vous devriez activer pour générer du trafic qualifié. Alors, quand on parle de social ads, on parle des réseaux sociaux, n'importe quel type de réseau social. En fonction de votre business, à vous à savoir mais quelle plateforme sociale est pertinente. Alors, il y a les grandes typologies de réseaux sociaux. B2B, on va plutôt aller sur LinkedIn. Si on est en B2C, on va plutôt aller sur Facebook, Insta, maintenant TikTok, pourquoi pas Snapchat, Pinterest et d'autres. Donc, à vous à savoir où se trouve votre audience cible. D'accord? Une fois que vous avez répondu à cette question-là, vous avez identifié quelle plateforme sociale est pertinente pour vous. Et toutes les plateformes aujourd'hui proposent ben, de la visibilité naturelle et de la visibilité payante. D'accord? Alors, idéalement, si vous pouvez avoir une visibilité naturelle, donc faire le buzz hein, naturellement et avoir de la visibilité, tant mieux. Mais c'est extrêmement compliqué. Euh, Mettre en place une stratégie de contenu, ben, il faut le faire, d'accord? Mais la visibilité que vous allez avoir avec votre stratégie de contenu, et on le sait très bien avec Olivier, parce que c'est un de notre challenge, notamment avec Croissance pour tous, eh ben, c'est que ça prend du temps à fédérer une audience, avoir des gens qui s'abonnent, qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui prend du temps. Et même quand vous arrivez à avoir 1000, 10 000, à 100 000 followers sur votre page sociale, quand vous publiez un contenu, les algorithmes, Facebook, LinkedIn, etc., en fait, elles n'envoient pas votre contenu dans le fil d'actualité de tous ceux qui vous ont suivi. D'accord? Il y aura peut-être 5%, 5, 6, 7% au maximum de ces gens-là qui potentiellement vont recevoir vos contenus. Ça veut dire que la visibilité que vous avez avec un contenu naturel que vous postez sur les réseaux sociaux, elle est extrêmement faible. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour autant, mais ça veut dire que il ne faut pas s'attendre uniquement à dire ben, moi je publie sur un post par semaine sur LinkedIn et ben, moi j'ai aucun retour. Ben oui, c'est normal de ne pas avoir de retour de cette façon-là, d'accord? Et c'est là où le social ads, la publicité sur les réseaux sociaux devient vraiment indispensable. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans la technicité du social ads parce qu'il y a différents formats publicitaires, il y a différentes façons de faire. On peut sponsoriser des contenus, on peut faire de la vidéo, etc. Ça, on pourrait y consacrer aussi une prochaine masterclass. Mais en tout cas, vous devriez considérer ce canal-là. La différence par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que le SEO, le SEA, le référencement local, shopping, donc tout ce qui est visibilité dans Google, ça vous amène du trafic qualifié. C'est-à-dire que vous êtes visible à un moment où les gens recherchent vos produits ou vos services. Le social ads, c'est pas le cas. Les gens, ils vont se prendre votre publicité sur Instagram
à un moment, ils sont en train de siroter un verre de vin, une bière, une pina colada, je sais rien, ou de regarder la TV et de tapoter sur leur smartphone. Donc, ils sont pas du tout en mode recherche de vos produits ou de vos services au moment où ils voient votre annonce, votre contenu sponsorisé ou votre annonce. Ça veut dire que c'est du trafic moins qualifié, du trafic moins chaud. Donc le social ad, ça va vous amener du trafic, ça va vous générer du trafic, ça peut vous générer des conversions, mais dans la globalité, c'est quand même un trafic plus froid que le trafic provenant des moteurs de recherche. Mais cela dit, il est complémentaire. Donc vous avez besoin aussi de ce trafic-là. Et ça va, les réseaux sociaux, on va surtout l'utiliser pour développer ce qu'on appelle la notoriété. Donc ça va booster votre visibilité et l'objectif marketing premier d'une campagne social ads, c'est de travailler la notoriété de la marque, d'accord? Donc on va l'utiliser pour des démarrages d'entreprise, des lancements de nouveaux produits, etc. Donc développer la notoriété, générer du trafic. Mais le taux de conversion en vente, derrière va être beaucoup plus bas. Et c'est normal. Donc si vous avez un taux de conversion bas derrière, avec le trafic qui provient des réseaux sociaux, faut pas en tirer la conclusion, ça ne marche pas, j'arrête. Non, c'est juste, c'est normal que ce soit un trafic qui convertisse moins. Par contre, comme vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de gens, finalement, ça compense. La quantité de trafic peut être relativement importante en provenance des réseaux sociaux. Ouais, et Voilà. puis Je sais pas si c'était clair. et pour compléter, il y a une stratégie, enfin, en tout cas, qui, moi, je trouve, fonctionne à merveille quand vous faites un business, vous avez un business local B2B ou B2C, peu importe, mais voilà, quand vous avez des clients que vous rencontrez physiquement, la double combinaison, je rencontre les gens en physique et puis derrière, je continue la relation, je la développe sur LinkedIn, par exemple, si on fait du B2B, ou inversement, je vous découvre sur LinkedIn, j'apprends à vous connaître, à voir ce que vous faites, etc. Et puis derrière, ça va faciliter la mise en relation, mais ça, c'est redoutable quand c'est fait dans la durée. Alors, Laurent, j'ai plein de questions. Vas-y, vas-y. J'ai plein de questions, donc notamment, je vais, donc j'ai dit que j'allais répondre en ligne. Donc déjà, j'ai une personne qui nous demande des conseils en stratégie d'acquisition, qui est dans le secteur de la formation, de la conduite du changement, B2B et B2C. Bon, la rigueur, peu importe, mais bon, bah, la formation, c'est quelque chose qu'on connaît bien, Laurent, parce que nous, on en fait de la formation. Euh, tu veux répondre sur ce sujet-là? Qu'est-ce que tu conseillerais Oui, alors c'est effectivement c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup de gens qui cherchent à se positionner. Alors tout ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, donc le SEO, le SEA, je le redis, reste des techniques qui fonctionnent très bien pour pour la formation, le coaching, ouais, le coaching entreprise, les formations B2B, B2C, etc. Ça fonctionne. Le SEO, le SEA, c'est redoutable. Vous allez dans le moteur de recherche, Google, vous tapez formation et les premières lettres de votre formation, et vous voyez déjà ce qui est recherché. Donc du SEA en formation, c'est hyper pertinent. Ouais. Alors ce qu'on peut dire aussi pour Il n'y a pas par que ça. rapport à ce domaine-là et qui est valable aussi pour le B2B en général, c'est qu'aujourd'hui, il y a une technique. Alors, elle apparaît pas ici parce que c'est une technique que moi j'utilise à la fois pour capturer les contacts. Donc, elle apparaît dans la deuxième étape du modèle de croissance. C'est la technique du social selling ou des campagnes multicanales. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu dans les replays, si vous allez sur la chaîne YouTube Croissance pour tous, il y a une vidéo de la saison dernière qui est consacrée à un outil, donc l'acquisition de prospects B2B avec l'outil Magilite, en fait. Magilite, mais vous pouvez le faire vous-même avec un outil comme Wallaxy, etc. C'est de ça dont je parle. Vraiment, les campagnes social selling, c'est, moi en tout cas, avec mes clients du B2B, c'est ce que, si le client n'a les budgets que pour faire une seule chose, avant de faire le SEO, le SEA, je teste toujours, je commence toujours par une campagne, j'appelle ça social selling. Du social selling, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment la première chose à mettre en place si on est dans du B2B, dans ce type d'activité. Alors, c'est quoi concrètement le social selling? Ben, on va utiliser le Sales Navigator de LinkedIn pour identifier 100% de la cible potentielle, donc les entreprises qui nous intéressent et les personnes de contact au sein de ces entreprises-là. Et puis, avec les outils que j'ai mentionnés, on va pouvoir mettre en place des campagnes qui vont qui vont contacter ces gens-là soit par de l'email direct, hein, SMTP, soit par des messages privés LinkedIn,
pour essayer d'obtenir une réaction de leur part. Donc souvent, c'est des messages très courts où on leur dit, ben voilà, est-ce que vous rencontrez tel problème, tel problème? Nous, on a enfin, une solution qui a déjà fonctionné pour telle entreprise. Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? Oui ou non? La personne dit non, ça m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse. Et à partir de là, ben, on planifie un rendez-vous, une visioconférence, etc. Et ben ça fonctionne très très bien. Et par rapport, je veux dire, à cette approche social selling qui permet le multicanal, hein, soit le message privé LinkedIn, soit l'email privé SMTP, on sait maintenant par retour d'expérience que c'est l'email qui donne les meilleurs retours en termes de conversion. LinkedIn, c'est très bien pour le taux d'ouverture, mais après, l'engagement est beaucoup plus bas. L'email est extrêmement, par contre, l'email est extrêmement performant à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, je ne sais pas qui a posé la question par rapport à ça, mais renseignez-vous. Voilà, par rapport à vraiment l'approche social selling. Et si à un moment vous souhaitez en savoir plus, ben, Olivier et moi-même, on se fera un plaisir de vous répondre, enfin de répondre à vos questions et puis éventuellement de vous accompagner si vous le souhaitez, quoi. Et puis après, donc elle continue dans sa question pour faire la promotion d'un produit à une cible plus grande, plus grand public, plus large. Bon, là, on peut s'interroger sur le levier publicitaire et puis derrière les tunnels de conversion associés. Comme on veut commencer à viser du grand public, ben, Mm, mm. on peut faire du mass mailing ou là, pour le coup, la publicité sur les réseaux sociaux, ça peut devenir pertinent le cas échéant. Ouais. J'ai un cas d'école, Laurent, pour toi, mais la réponse est dans la question, mais j'en parle. Euh, Pareil, donc il y a quelqu'un qui a créé deux fiches Google My Business à la même adresse sur la même entreprise en pensant séparer le B2B du B2C. On est d'accord, pas forcément des choses qu'on va préconiser. Apparemment, une des deux fiches a disparu, c'est pas surprenant. Moi, d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que Google ait laissé faire, d'ailleurs. Ouais, ouais. Puis en Non, non, plus, oui, et probablement que c'est Google qui a dû en toiletter un petit peu, en supprimer une ça, des deux. ça. Et effectivement, c'est pas une bonne pratique parce que ça va créer de la confusion. Le client B2C, il va pas prêter attention qu'il est sur la fiche B2B, inversement. Si vous en perdez une des deux, ben, vous allez perdre tous les avis qui sont associés à la fiche. Donc c'est un petit peu comme un média social et c'est jamais une bonne chose d'en avoir deux. Euh, voilà. Mais c'est vrai que plus on peut limiter les supports et vraiment se concentrer à développer le support concerné, mieux on se porte. Ouais, ouais. Et après, il faut mieux en avoir une et puis expliquer dans la présentation de l'entreprise, euh, voilà, offre B2B, offre B2C et renvoyer vers des sections du site consacrées au B2B, au B2C, etc. Mais je pense que c'est compliqué d'en avoir deux. Et effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il y en ait une qui a été supprimée. Parce que ça peut être aussi un internaute qui a signalé un doublon de fiches à Google et Google l'a supprimé, hein. Donc, il n'y a pas Google qui peut donner du feedback ou décider à un moment de rectifier certaines choses, quoi. Bien sûr, pour compléter sur la question sur les formations, et puis d'une manière générale, tous ces métiers qui touchent au conseil, au service, la- les entreprises, pour faire appel à vos services, elles doivent d'abord être convaincues que vous êtes la personne idoine et que vous êtes vraiment un expert dans votre secteur d'activité, dans votre domaine. Et donc, quand on vend du service, les gens, ils ont besoin de toucher du doigt concrètement ce que vous allez pouvoir leur apporter en termes de service. Donc, développer en parallèle de stratégies d'acquisition une communication basée sur des conseils, voilà, basée sur un développement d'expertise, mettre en avant des clients, des succès que vous avez pu avoir chez vos clients, ça va venir renforcer votre crédibilité. Vous allez peut-être en parler, Laurent. Il y a aussi toutes les prises de parole qu'on peut être amené à faire en public, où vous venez, voilà, conseiller, apporter de la valeur, tout ça, ça contribue à développer votre expertise et vous pouvez capitaliser dessus justement pour faire en sorte que la génération, en tout cas que l'acquisition, du coup, convertisse beaucoup mieux. Dan, te remercie, Laurent, pour ta réponse. Ok. Merci beaucoup. Mais effectivement, mais ça c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que c'est pas une technique qui va, je veux dire, suffire pour attirer la quantité de trafic suffisante et la quantité de trafic qualifié suffisante. C'est souvent plusieurs techniques. Et les gens, en fait, ont une approche multicanale. C'est-à-dire qu'on va faire on va vous voir sur les réseaux sociaux parce que vous partagez une vidéo. Les gens vont taper votre nom pour aller voir qui vous êtes. Ils vont
soit de vous trouver dans Google, soit ils vont arriver directement sur votre site parce que vous avez mis un lien sur votre site. Et donc là, il faut aussi travailler votre branding, votre personal branding. Si vous êtes un coach, un formateur, un thérapeute, il y a le personal branding. Si vous êtes une entreprise, ben, On a... Ah, voilà, tu es revenu, Laurent. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est toi, peu importe. Ah, il y a eu une petite coupure. C'est peut-être moi, hein. Ok, écoute, j'expliquais que c'était important de comprendre que c'était pas un seul canal d'acquisition qui allait être suffisant, qu'il fallait activer plusieurs canaux d'acquisition et qu'ils étaient complémentaires en fait, et que une personne, je veux dire, pour convertir une personne, souvent, elle va passer par elle va voir différents canaux, elle va vous voir sur les réseaux sociaux, peut-être au travers d'un post ou d'une vidéo que vous partagez, elle va vouloir en savoir plus sur vous, elle va vous rechercher dans Google, elle va vous trouver, elle va arriver sur votre site ou elle va arriver sur un contenu, un autre contenu vidéo, etc. Et donc, au travers de tout ça, il y a vraiment la cohérence du personal branding ou du branding de l'entreprise qui est extrêmement importante. Et ça passe par la stratégie de contenu, quoi. Alors, on va reparler de l'importance notamment des prises de parole, ce qu'on appelle le speaking engagement. Il y a le réseautage, il y a le speaking engagement. On va en parler dans les techniques non digitales, quoi. Ok. Alors ici, on a déjà vu maintenant, je pense, on était Social Ads et on a vu si technique hein, au niveau digital. Si on Il nous passe reste maintenant, il est oui, 6h moins 10. Il te reste 10 ouais, minutes. c'est pour ça que je dis, on va passer maintenant aussi aux techniques non digitales parce que c'est important. Moi aujourd'hui, je n'ai aucun client qui n'active pas de technique, qui ne continue pas à activer des techniques non digitales. Et pourtant, je suis un- un passionné de marketing digital de la première heure, mais aujourd'hui, ça reste pertinent d'activer d'autres sources d'acquisition que les sources digitales. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autres sources d'acquisition non digitales à votre disposition? Bah, bien sûr, il y a la publicité, voilà, radio, TV, cinéma, en fonction des moyens dont on dispose. Pour des TPE, des solopreneurs, c'est quand même souvent des canaux qui ne sont pas accessibles budgétairement. Mais il y en a d'autres. Alors, tu as parlé des prises de parole, hein, c'est la technique 22, les conférences. C'est vraiment quelque chose d'important. En anglais, on parle de speaking engagement. C'est pour les métiers notamment de formateur, de coach, etc., même de thérapeute. C'est vraiment des sources extrêmement qualitatives. Pourquoi? Parce que quand vous êtes invité à prendre la parole lors d'un salon, d'une foire, d'un club d'entrepreneurs, peu importe le lieu, en fait, vous êtes mis sur un piédestal d'expert, c'est-à-dire que vous n'avez pas une casquette de commercial qui veut attirer des leads vers soi, hein, ou du trafic vers soi. Vous êtes mis sur un piédestal en tant qu'expert. D'accord? Et pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que quand vous terminez une conférence, même une formation, hein, les formations, ça joue aussi un petit peu dans ce registre-là, mais quand vous terminez une conférence, à la fin de la conférence, il y a toujours des gens qui viennent vous trouver qui vont vous dire, ah mais moi ça m'intéresse, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez partagé, ce que vous avez conseillé là, ça, et qui vont vous demander d'en savoir plus, qui vont vous demander, ben, voilà, est-ce qu'on peut se revoir, est-ce que vous prestez ces services-là, est-ce que vous accompagnez des entreprises, est-ce que vous accompagnez des entrepreneurs, etc. Et donc ça change complètement la dynamique en fait. Vous êtes plus en train, c'est plus vous qui êtes en train de prospecter, de chercher des clients. Vous êtes mis un petit peu sur un piédestal où les clients viennent à vous parce qu'ils vous voient comme l'expert. Si c'est vous qui avez été choisi pour prendre la parole dans cet événement-là, dans cette conférence-là, c'est que vous êtes l'expert le plus qualifié sur ce sujet-là, etc. Donc vous n'avez même plus besoin de vous vendre, entre guillemets. À partir du moment où votre exposé, votre présentation a été pertinente et convaincante, le travail, il est fait. Les gens vont venir vers vous. Donc ça, pour moi, c'est une technique aussi indispensable. Chaque fois que vous avez la possibilité de prendre la parole en public, que ce soit dans des petites assemblées, des moyennes ou des grandes assemblées, faites-le, c'est une source d'acquisition. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, encore une fois, on y revient. Si on prend Mm. l'exemple de LinkedIn, si vous communiquez sur vos réseaux, sur vos prises de parole, ben vous allez voir, c'est l'effet boule de neige, puisque derrière, les gens vont voir passer vos communications, vont dire, ah ben tiens, ça c'est intéressant. Et puis ça vous génère de la visibilité, et donc vous êtes invité après à nouveau à de nouvelles prises de parole, etc., etc. Donc c'est aussi l'effet boule de neige. J'ai une question, Laurent. Oui. De Claudine qui te demande, nous demande si il y a une technique en particulier à privilégier pour une activité de niche en B2B, avec cette notion euh, de niche, c'est-à-dire que Claudine travaille dans une activité de niche très spécialisée en B2B. Est-ce qu'il faut privilégier un canal, une technique plus que d'autres? Mais
moi, enfin, je répète ce que j'ai dit. Dans ce cas-là, alors je connais pas. Il faut après peut-être Oui, il faut relativiser creuser sur le secteur comprendre mieux d'activité, bien le sûr, métier, le profil des gens qu'on cible, etc. bien Mais sûr. quand j'entends ça, si j'ai une technique à mettre en place, je reviens sur le social selling. Si c'est de la niche, ça veut dire qu'en B2B, ça veut dire que le Sales Navigator de LinkedIn va vraiment me permettre d'identifier quasiment 100% de mes clients potentiels. Et ça veut dire qu'une fois que je les ai identifiés, je peux faire l'enrichissement via le scrapping, notre technique, obtenir toutes les informations pour pouvoir après entrer en contact. Et après, j'entre en contact via des campagnes social selling. Et euh, LinkedIn, Multicanal. Voilà. Moi, à c'est privilégier, c'est la première étape, ouais, quoi. Complètement. On exactement est quoi. d'accord. Ok. Si je reviens maintenant sur les autres sources d'acquisition du marketing traditionnel, donc on a les conférences, on vient d'en parler, le réseautage reste un indispensable. Plus vous allez sortir de votre entreprise, plus vous allez aller au contact d'autres entreprises, clients potentiels, plus vous allez rencontrer de clients potentiels, échanger, donner des cartes de visite, expliquer ce que vous faites, plus il va y avoir des opportunités. Alors peut-être pas à l'instant T, au moment où vous donnez la carte, vous échangez la carte ou vous rencontrez l'entreprise, mais voilà, c'est parfois dans le mois, enfin, les jours, les semaines et les mois qui suivent que ça convertit, mais ça reste un indispensable. Les clubs BNI, les chambres de commerce, enfin voilà, toutes les associations professionnelles, c'est le b.a.-ba de la prospection commerciale. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, conférence, réseautage, pour moi, indispensable. Les foires et salons, c'est aussi une question qu'on pose souvent. Je suis étonné que j'ai pas encore eu la question parce qu'il y en a beaucoup qui disent est-ce que ça marche encore? Mais c'est à vous à voir. Moi j'ai des clients pour qui participer à certaines foires stratégiques dans leur secteur d'activité reste le premier canal d'acquisition de prospects. Voilà, le problème des foires et salons, c'est que ça manque, ça demande des budgets. Voilà, ça prend du temps, mais ça demande aussi des budgets. Là, voilà, avoir un stand sur un salon, on fait pas ça. Contrairement à de la publicité sur les réseaux sociaux, on peut le faire avec 15 euros, 30 euros, 50 euros. On parle pas des mêmes budgets. Donc ça demande des budgets un peu plus importants, mais si le salon est bien est qualitatif, ça va générer des leads. Et de nouveau, la réponse à ça, c'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, c'est est-ce que ça marche pour moi ou est-ce que ça marche pas pour moi. Et donc, vous devez mettre en place les moyens de mesurer le retour sur investissement d'une présence sur un salon que vous faites. Voilà. Combien de leads est-ce que j'ai généré? Voilà. Et de ces leads-là, combien ont donné, ont amené des remises d'offres, combien ont été convertis, pour quel chiffre d'affaires? Voilà. Et une fois que vous savez mesurer ces KPIs-là, vous savez répondre à la question, est-ce que c'est utile ou pas utile de faire cette foire ou ce salon? Voilà. Mais je sais que dans certains secteurs, notamment le B2B, je pense éditeur de logiciels, tout ce qui est un peu informatique, high-tech, etc., il y a des salons qui sont des incontournables, quoi. OK? Voilà, je pense qu'avec ça, on a vu, c'était la 10e technique. Il y en a d'autres, hein, puisque je vous en ai présenté 27 via le partage d'écran. Les autres, mais c'est à vous à voir. Est-ce que, par exemple, faire une journée porte ouverte, un JPO, c'est journée porte ouverte. Moi, j'ai des clients pour qui ça fonctionne encore très bien. Alors que moi, personnellement, c'est un truc, j'avais tendance à ne jamais le proposer ou l'intégrer dans des plans opérationnels pour mes clients. Mais j'ai des clients pour qui ça fonctionne encore très bien de faire des journées portes ouvertes. Voilà, posez-vous la question. Ah oui, c'est important. Bah, j'ai plein de questions encore, Laurent. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais j'essaye un peu du coup, de combiner et voilà, bon, je dis au revoir en même temps aux personnes qui nous quittent sur le live. Ouais. Les stratégies où vous mixez digital avec présentiel, honnêtement, c'est redoutable. Je rebondis sur la formation parce qu'on a eu des questions sur la formation, mais moi, j'ai un client qui est dans le domaine de la formation, qu'on accompagne depuis de nombreuses années et pour vendre ces formations, ce qu'on fait, ben justement, c'est qu'on utilise le digital, ben le SEA, le SEO, comme tu l'as très bien expliqué, Laurent, pour générer du trafic vers une page Internet. Et sur cette page Internet, ben, on propose une inscription à une JPO. En gros, on avait une soirée où, en physique, proche des clients, dans les villes concernées. Et donc, dans cette soirée, ben, il y a des personnes qui se déplacent, des participants, l'organisme de formation et qui vient présenter sa formation en physique, suivi d'un cocktail. Et ça marche très bien. Ça marche très bien et c'est comme ça que cet organisme arrive à vendre ses formations en utilisant le digital pour générer du trafic, inscrire des gens à une soirée et après la vente se fait dans le monde réel, en physique, via la soirée. Donc en fait, toutes ces stratégies d'acquisition, elles se réfléchissent
elles se testent aussi et elles se conçoivent en adéquation avec ben, le métier du client, les ressources à disposition. Et on va essayer d'utiliser ben, derrière toutes ces techniques en fonction des cas d'usage. Mais je dirais qu'on a quand même beaucoup de cas, je trouve, où le lien entre le digital et le physique fonctionne très bien. Et encore heureux, parce que sinon, demain, on va nous remplacer par des robots, hein. C'est pas ce qu'on Ouais, veut. ouais. Et il y a un très bel exemple qui illustre ce que tu viens de dire, Olivier, c'est l'approche de la société Odoo, qui est un éditeur de logiciels de RP à la base, qui Mhm. une solution qui est vraiment en train de monter en force. Et ben, c'est exactement ça en fait. Ils ont toute leur stratégie digitale qui permet en fait d'inscrire des clients potentiels à un événement. Ils ont un roadshow comme ça qui passe de ville en ville. Et puis les gens, ben, il Ah, y a c'est la ça. qui se fait, je veux dire, humainement pas, avec les sales qui sont sur place, etc. Et après, il y a de nouveau un suivi qui se fait via de l'emailing, du marketing automation, suite à la participation à cette JPO, etc. Et donc, on voit que c'est de l'omnicanal aussi. On C'est parle de de l'omnicanal, l'omnicanal exactement. en e-commerce, mais votre stratégie d'acquisition, vous devez la penser omnicanal. C'est pas l'un ou l'autre, et c'est pas un canal. Vous devez en activer plusieurs, et probablement que vos clients vont passer de l'un à l'autre pour avancer dans leur tunnel de vente, dans le tunnel de conversion qui va amener à la vente finale, quoi. Et plus vous allez mettre de l'humain dans toutes vos actions digitales, mieux vous allez vous porter et créer du lien avec votre marché. Et plus il y a de digital, plus il y en aura, plus il y a d'IA, plus l'humain sera important et fera la différence. Donc réfléchissez aussi à ces stratégies combinées et interrogez-vous, c'est voilà, dans le parcours que je fais vivre à mon client, à mon prospect, quelle est la place de l'humain, quelle est ma place dans ce parcours? Et plus vous allez axer là-dessus, moi, plus je suis intimement convaincu que vous aurez des résultats dans la durée. On arrive au bout, mon cher Laurent. Oui, on arrive au bout. Donc là, j'ai attiré votre attention pardon, sur 10 techniques qui, moi, me paraissaient être les plus importantes. Mais de nouveau, je redis ce que j'ai dit en introduction. C'est à vous, en fait, à confirmer est-ce que c'est pertinent pour vous et après à tester, en fait. Tester, mesurer et confirmer que votre intuition était bonne. Oui, c'est pertinent. Ça vous permet de générer, de générer des leads. Voilà. Merci Cécile, merci Pedro. Il y a plein de remerciements. Ok. Voilà. Et donc, vous savez, après, si ce qu'on vous a dit vous donne des idées, vous inspire, ou si vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous avec Laurent ou avec moi et on sera ravis d'étudier ensemble comment on pourrait vous aider dans vos stratégies. Et franchement, sentez-vous libre de le faire, c'est avec plaisir. Voilà. Et pour ceux qui veulent en savoir plus ben, sur ces techniques, hein, parce qu'il y en a peut-être que vous ne connaissez pas ou pas suffisamment, sachez que chaque technique est présentée en détail dans le livre Croissance pour tous. Donc vous pouvez les découvrir dans le livre Croissance pour tous que vous pouvez acheter sur le site internet. Alors la semaine, donc, et puis ceux qui veulent aller vers la formation, vers le coaching, évidemment, n'hésitez pas. Euh, Olivier et moi, nous sommes là. Alors la prochaine masterclass, elle aura lieu dans 2 semaines. C'est une masterclass où là, on va revenir sur un sujet d'intelligence artificielle et on va vraiment voir comment est-ce qu'on peut créer son assistant personnel, donc son assistant IA personnel pour booster son business. Et donc, j'aurai le plaisir de recevoir Damien Screurs, qui est consultant IA et qui va vraiment nous montrer, donc ça va être aussi extrêmement pratico-pratique, qui va montrer comment lui, il a fait pour se créer son co-CEO. Il appelle ça son co-CEO. Il s'est créé une sorte de CEO virtuel pour l'aider dans le pilotage et le développement de son activité. Et il va nous partager vraiment ce qu'il a fait, le type de questions ou de tâches qu'il demande à ce co-CEO, et il va nous montrer concrètement comment, avec ChatGPT, vous devez faire, et on va vous partager le prompt qui va vous permettre de le faire, etc. Donc là, je pense que ça devrait aussi être extrêmement intéressant parce que ça va vous permettre, non, on parle beaucoup d'IA, mais ici, on va pas seulement en parler. Le but de cette masterclass, c'est qu'à la fin, au bout des 60 minutes, vous ayez mis en place, ou en tout cas, vous ayez toutes les Les informations nécessaires ressources, ouais. pour mettre en place votre assistant IA personnel, qui va vous faire gagner des heures de travail par la suite et qui va vous aider, vous seconder dans le pilotage de votre activité. Donc voilà, moi je suis impatient en tout cas d'être à cette masterclass-là. Et
J'espère que vous serez nombreux. Et puis d'ici là, moi, je vous souhaite une belle enfin une belle semaine. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions. Merci à toi, Olivier, pour Merci Laurent. ta Merci Laurent. présence et Bonne cette soirée, co-animation. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée. Au revoir.